Alors bonjour, je m'appelle Lisa Cohen, je m'occupe de l'intégration des Olim de France à la mairie de Jérusalem et je suis ici avec Déborah qui va se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Déborah, je suis médiatrice dans les écoles primaires à Jérusalem, c'est-à-dire en fait faire le lien entre les familles et les écoles, les familles d'Olim et les écoles primaires. Mon second rôle c'est de gérer un petit peu le centre de soutien scolaire, 2 après-midi par semaine où les enfants viennent faire leurs devoirs, apprendre pour les examens, un soutien scolaire pour les enfants Olim. Alors en fait aujourd'hui, on ne va pas parler de l'intégration, du programme d'intégration à Jérusalem dans son ensemble. On va uniquement parler d'éducation. On s'est rendu compte, comme vous le savez sûrement, que l'une des raisons principales de la Aliyah en Israël et en particulier à Jérusalem est l'éducation des enfants. Donc on va aujourd'hui parler uniquement de l'éducation scolaire en Israël, du rôle de l'école en Israël qui est très différent de celui de la France. Ensuite, Déborah vous parlera de l'équipe pédagogique. Et ensuite, on vous expliquera un petit peu comment choisir une école avec les différents cursus qui existent, avec les différentes tendances religieuses ou moins religieuses ou plus religieuses. Je voudrais juste dire en introduction que la mairie de Jérusalem en ce moment est en train de mettre un programme, est en train de mettre en place un programme d'intégration pour les Olim de France en particulier dans les différentes écoles. Jérusalem a beaucoup d'écoles, donc on va essayer de mettre en place des programmes bien spécifiques dans certaines écoles. Je ne peux pas vous en parler aujourd'hui parce que je n'ai pas encore le programme bien défini, mais j'en parlerai peut-être au prochain web séminaire ou sinon je vous enverrai en email encore une fois toutes les décisions qui ont été prises sur Jérusalem. Alors Lisa, question. J'entends beaucoup par des amis qui sont en France et des amis qui sont au Olim qu'en Israël, l'école elle est très différente du système français habituel dans lequel on a... Alors effectivement, le rôle de l'école en Israël n'est pas du tout le même de celui de la France. En France, principalement, le but de l'école c'est l'apprentissage et la transmission de connaissances. En Israël, en fait, l'école a 3 buts, 3 objectifs. Le premier objectif, c'est la socialisation. Le deuxième objectif, c'est l'éducation. Et seulement le 3e objectif, c'est l'apprentissage. Donc vous voyez que la proportion en fait de l'apprentissage par rapport à tout le reste n'est qu'un tiers. Tandis qu'en France, on peut dire que pratiquement 100% du but de l'école, c'est l'apprentissage et la transmission de connaissances. Qu'est-ce que ça veut dire la socialisation? C'est apprendre à vivre en société. En fait, un enfant qui a confiance en lui et en son entourage et qui sait développer des relations personnelles avec les gens qui l'entourent est un enfant qui sera beaucoup plus facilement motivé dans sa mission d'apprentissage et qui sera beaucoup mieux intégré dans l'école et qui apprendra de manière beaucoup plus facile. Ces aptitudes sont des compétences nécessaires et essentielles pour la suite de sa vie en société et plus elles sont acquises jeunes, plus en fait elles lui seront naturelles au moment où il en aura le plus besoin. C'est la raison pour laquelle l'école en Israël développe des programmes liés à ce domaine. On a par exemple en Israël des cours de compétences, d'aptitudes sociales au sein de l'école. Ça s'appelle Kishorei Chaim. Ce sont des programmes qui sont développés en général par la conseillère pédagogique de l'école et qui sont enseignés aux professeurs pour qu'eux-mêmes les transmettent à leurs élèves dans la classe. Ce sont des programmes qui sont adaptés aux classes en général. On a par exemple un programme qui est dédié uniquement au passage au CP. On a à l'âge de 16 ans, on a un programme qui prépare à la citoyenneté. On a des programmes sur la préparation à l'armée. Il y a énormément de sujets comme cela. Et en fait, on est très sensible en Israël aux différences de chacun et on apprend beaucoup la tolérance. L'importance des activités non formelles. Justement, j'entends parler qu'il y a beaucoup plus d'activités non formelles. Alors, les parents Olim ont du mal à s'intégrer, à comprendre, complètement. À se mettre au système. Dans chaque école, il y a un responsable des activités sociales. Et c'est très important. Par exemple, les randonnées, ce qu'on appelle les tioulim en Israël, font partie intégrante du programme de l'école. C'est très important d'envoyer vos enfants. Souvent, j'entends des Olim qui me disent « Ah non, aujourd'hui, mes enfants, ils sont pas allés à l'école parce que ils allaient en tioul, donc c'est pas la peine. » Non, c'est un moyen, en fait, de se socialiser, d'éduquer les enfants, etc., à travers des activités qui sont ludiques. Donc c'est très important de participer à ce genre d'activité. C'est pas du tout juste pour se défouler, mais c'est un moyen, au contraire, d'apprendre de manière informelle plein de choses.
y a éventuellement le sujet du volontariat. Par exemple, en classe de seconde, c'est obligatoire. On ne peut pas avoir son bac si on n'a pas fait ce programme de volontariat. Et même dans les écoles primaires, il y a aussi un programme de volontariat à l'intérieur de l'école qui est obligatoire. Ça peut être le jardin communautaire, ça peut être préparation de paniers alimentaires pour des familles défavorisées, ça peut être plein de choses. Chaque école choisit le volontariat qu'il choisit de faire pour ses élèves. Un autre point très très important, c'est l'importance du mouvement de jeunesse. Ça aussi, j'ai l'impression qu'en France, ça a un petit peu disparu. En Israël, c'est très très important. C'est encore plus important pour les Olim parce que ça leur permet de s'intégrer de manière informelle, encore une fois, d'apprendre l'hébreu de manière informelle et de manière ludique et de s'intégrer à la population israélienne. C'est vrai que souvent, on a l'impression qu'ils font rien, qu'ils jouent au foot, qu'il n'y a pas vraiment d'activité avec un message très clair ou très éducatif, je vais dire. Mais en fait, c'est très important, ça leur permet d'appartenir, de développer leur esprit de groupe, leur sentiment d'appartenance à des valeurs communes, tolérance face aux populations en difficulté, etc. et une entraide. Et c'est encore plus important au moment de l'adolescence en fait. Au moment de l'adolescence où les enfants sont souvent en Israël, je vais en reparler tout à l'heure, les enfants sont beaucoup plus libres, sortent beaucoup plus, etc. Donc au moment de l'adolescence, au lieu d'être un peu livrés à eux-mêmes et de ne pas savoir où aller, de vouloir sortir le soir ou même les après-midi et de traîner un petit peu entre guillemets dans la rue, ils se retrouvent autour du mouvement de jeunesse, ils sont eux-mêmes moniteurs dans les mouvements de jeunesse, ça leur permet d'avoir un but et d'être tous ensemble avec des gens en qui vous avez confiance et avec des activités qui ont un rapport avec le mouvement de jeunesse. Et encore une fois, ça leur permet d'éviter de faire des bêtises ou autres activités pas vraiment intéressantes, je dirais. En fait, tout cela permet aux enfants avec parfois des résultats scolaires moins élevés d'exprimer leurs autres qualités, leurs qualités humaines ou leurs qualités artistiques et en fait d'être valorisés autrement que par leurs notes à l'école, ce qui est très 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 important. L'enfant à l'école est vu sous plusieurs angles. Un enfant qui a de mauvaises notes, alors il n'est pas forcément un enfant mis de côté, c'est pas forcément un enfant paresseux, on peut le mettre en valeur par d'autres biais, comme par exemple l'organisation d'activités sociales, encore une fois, de dessiner pour la fête de Pourim ou pour différentes activités de ce genre, et qui lui donne la possibilité de s'épanouir autrement que par ses notes en maths ou en anglais. Je veux rajouter juste quelque chose qu'en fait, pour les enfants Olim, c'est doublement plus important. C'est-à-dire qu'un enfant israélien, alors on a compris que l'école, elle donne l'importance à d'autres choses que les études, et ça fait que les enfants s'épanouissent. Tous les enfants peuvent s'épanouir, mais les enfants Olim, qui déjà ont vécu un changement assez difficile, et qui n'ont pas souvent encore pris leur place au niveau de l'école, qui n'ont pas forcément encore plein de copains, qui petit à petit s'adaptent, alors pour eux, c'est encore plus important de trouver une place qui n'est pas liée ni aux notes ni à leur situation à l'école. Ça leur donne en fait la possibilité d'être quelqu'un d'autre dans un autre cadre. Et ça revalorise les enfants de manière vraiment exceptionnelle. C'est très très important. Ok. Au niveau de l'éducation, j'entends souvent des Olim qui me disent mais c'est le balagan, c'est le désordre à l'école en Israël quand on rentre, il y a du bruit partout, les enfants sont livrés à eux-mêmes, il n'y a pas du tout de discipline, etc. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est plus balagan, que c'est plus désordre, mais moi je dis toujours que c'est un désordre réfléchi en fait, que j'ai moi-même étudié en France, à l'école, donc je connais bien comment ça marche là-bas. J'ai l'impression que c'est une discipline entre guillemets en France qui est un petit peu superficielle, parce qu'en fait on impose énormément, mais en fait ensuite quand les enfants sont en dehors de l'école, bon, à part ça ils sont énormément à l'école, ils sont jusqu'à 5h de l'après-midi à l'école en France, le dimanche en général ils font leurs devoirs, donc c'est vrai que c'est un cadre qui est très très strict et très rigide. En Israël c'est vrai que c'est beaucoup plus ouvert, mais en fait le but est de responsabiliser l'enfant. Alors c'est vrai qu'il y a moins de vérification par rapport aux devoirs. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a moins de discipline, qu'il y a moins de respect entre guillemets face aux professeurs. Mais tout ça c'est pour responsabiliser l'enfant. Il y a une place très importante aux initiatives des enfants. C'est eux-mêmes qui organisent souvent leurs soirées à l'école, ou qui organisent la fête de Pourim, ou qui organisent la fête de Hanouka. On leur donne énormément de responsabilités.
Ça permet aussi de renforcer la cohésion du groupe, de renforcer la cohésion des élèves d'une même classe. Je vais donner un autre exemple, c'est que souvent les babysitters, par exemple, ont 13, 14, 15 ans. À 18 ans, en fait, on n'est plus babysitter puisqu'on est déjà soit au Shirut Leumi, soit à l'armée, donc on est déjà trop grand puisqu'on n'est plus, plus à la maison. Donc c'est vrai qu'en général, en Israël, on est souvent... les Olim de France, ils me disent, mais quoi, tu m'as envoyé une babysitter, mais elle a 14-15 ans, qu'est-ce qui va se passer? Alors non, à 14-15 ans, on est très très responsable et même à 12 ans, on peut faire du babysitting en Israël. Donc on responsabilise l'enfant. Souvent, on donne place à la réflexion plutôt qu'à la punition. Par exemple, quand on fait une bêtise à l'école, alors c'est plus au dialogue, c'est plus on demande à l'enfant de faire un travail ou une activité sur le sujet, on écrit une lettre d'excuse, etc. Et c'est vrai qu'on donne plus de liberté aux enfants. C'est beaucoup lié, je vais le dire, c'est beaucoup lié en fait au fait qu'à 18 ans, ou en tout cas à partir de 18 ans, entre 18 et 21 ans, on va dire, les enfants vont à l'armée ou au Shirut Leumi, mais en fait ils sont très vite responsabilités. À 18 ans, les enfants doivent être des adultes. C'est plus des enfants en Israël. Et c'est pour ça que l'éducation dans l'école primaire est tellement primordiale et tellement en fait différente de ce qui se passe en France. Donc on apprend très vite aux enfants à faire face aux situations d'urgence. Il faut acquérir la maturité nécessaire pour avant d'intégrer l'armée en fait ou le Shirut Leumi. Je me souviens plus où j'en étais. Fin de l'apprentissage. Ici. Ouais. J'en étais en fait. On était en train de parler de la socialisation et on parlait de l'apprentissage face aux situations d'urgence. Je vous disais qu'il fallait acquérir au cours en fait de tout le primaire, il fallait acquérir la maturité nécessaire pour pouvoir intégrer l'armée ou le Shirut Leumi à 18 ans. Et donc c'est l'un des buts principaux de l'école en fait en Israël, au-delà bien sûr de l'éducation des parents. Deux autres points très 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 importants, c'est l'importance des activités parents-enfants qui se passent à l'école. C'est comme les mouvements de jeunesse et c'est comme les tioulim, c'est comme les randonnées de l'école. C'est très 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 important d'y participer. D'abord, ça montre à l'école combien c'est important pour vous l'école. C'est un moyen de créer le lien avec l'école. C'est un moyen de créer aussi le lien avec vos enfants, de comprendre un petit peu ce qu'ils font à l'école, de comprendre leur monde, de rentrer dans leur monde. Et c'est aussi un moyen pour l'école de mieux vous connaître, de comprendre ce qui se passe à la maison. Donc c'est très 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 important d'y participer. Il y a un autre point que vous allez sûrement voir très rapidement, c'est que les rapports parents, professeurs et même enfants, élèves, professeurs sont beaucoup moins formels qu'en France. Vous avez sûrement dû en entendre parler. Vous recevez le portable du prof le premier jour de l'école. Vous pouvez l'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la journée plus ou moins. Et à la limite, ceux qui le font pas, c'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent pas à leurs enfants. Donc il faut faut pas en abuser non plus, mais très important, surtout quand on est au lait, Déborah elle pourra en dire un petit peu plus tout à l'heure, de créer ce lien-là avec le professeur, de l'appeler de temps en temps, de dire écoutez, voilà, les difficultés sont là ou là ou là, on sait ce qui se passe, on est là, on est présent, même si on comprend pas la moitié de ce que vous racontez, mais c'est pas grave. Donc ce lien-là est très très important. Maintenant, j'ai quand même une petite remarque sur ce sujet-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut manquer de respect aux professeurs. Donc ce côté moins formel, ce côté plus cool, encore une fois, ça ne veut pas dire manque de respect. C'est très très important que vous passiez, vous aussi parents, à vos enfants ce message. C'est pas parce qu'on appelle le professeur par son prénom qu'on doit lui manquer de respect. C'est vrai que le rapport est plus chaleureux, plus proche, mais bien sûr, on doit garder le respect de son professeur. Le troisième point, et peut-être que Déborah elle va en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure, c'est le côté apprentissage. Donc finalement, on en arrive au troisième point, qui est l'apprentissage. Donc on a parlé de la socialisation, on a parlé de l'éducation. L'apprentissage, donc un tiers de l'objectif de l'école. Le premier point, c'est qu'en Israël, on met beaucoup plus l'accent sur la qualité que sur la quantité. La qualité, c'est-à-dire qu'on laisse beaucoup la place aux enfants pour s'exprimer. Les enfants doivent préparer des devoirs et des exposés en classe depuis qu'ils sont tout petits. L'accent est mis sur les efforts fournis par l'enfant. Il y a beaucoup moins de stress quand même autour des notes. Ça c'est donc l'accent sur la qualité et non pas uniquement sur la quantité. Le deuxième point, c'est les compétences et les techniques. En hébreu on dit les meyumanuyot.
Par exemple, en France, très important la rédaction. Même en maths ou même en physique, on doit rédiger. En Israël, souvent, les contrôles sont faits sous forme de QCM. Donc, il faut s'adapter à ce genre d'enseignement et à ce genre de technique. Beaucoup d'apprentissage en demi-groupe, surtout en maths et en anglais. Et les demi-groupes ne sont pas faits selon l'ordre alphabétique de la liste des élèves, mais en fonction des niveaux de chacun pour pouvoir faire avancer et faire progresser chacun selon son niveau. Il y a toujours aussi un souci de définir précisément les difficultés et les points forts de chacun. Alors souvent, vous entendrez parler de bilan, ce qui s'appelle un ifroun en Israël, de bilan psychodidactique. C'est vrai qu'en Israël on les utilise énormément, parfois même on en abuse, mais c'est surtout pour essayer de définir quelles sont les difficultés de chacun et les points forts de chacun pour pouvoir les faire progresser. Par exemple, en Israël, il n'y a pas cette notion de ah oui, cet enfant-là, il a des mauvaises notes parce qu'il est paresseux. Il n'y a pas cette notion-là de paresseux. Il a des mauvaises notes parce qu'en fait, il a une difficulté quelconque et il faut la définir. Et si on la définit, on va pouvoir l'aider dans ce domaine-là. Il y a ce qui s'appelle moral et oram et takenet. Je ne sais même pas comment on traduit cette notion-là. C'est en fait une enseignante qui enseigne, ou une enseignante qui enseigne avec des méthodes un petit peu différentes des méthodes normales pour des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Je veux juste rajouter quelque chose. Le but, pourquoi l'école, elle va des fois vous envoyer voir un spécialiste qui vous indiquera quelle est la difficulté de l'enfant. Le but, c'est d'aider l'enfant. Il faut s'en souvenir, c'est vraiment ça. Le but, c'est de mettre tous les outils devant l'enfant pour qu'il puisse avancer. Donc ça veut dire que des fois, par ces bilans-là, par les résultats de ces bilans-là, on va voir qu'il a besoin d'une aide parce qu'il a une dyslexie très aiguë, ou il a une autre sorte de difficulté, ou alors il se sent pas bien avec lui-même, il a une mauvaise estime de lui-même. Donc tout ça, c'est des difficultés qui ont des réponses en Israël. Il y a des gens qui sont spécialisés dans tous ces domaines-là et qui sont là pour aider l'enfant. Souvent, grâce à ce bilan, l'enfant il va avoir des heures d'enseignement particulier au sein de l'école, ou alors des aides spécifiques qui pourront lui être données dans l'école. C'est des choses que sans ce bilan, on peut pas recevoir souvent. Si l'école elle a des ressources, alors des fois ils le mettent de toute manière en place, mais sinon ça dépend du bilan et des résultats et des demandes du bilan. Selon le bilan, on a vu que l'enfant a besoin des recommandations. Selon ces recommandations, l'école, elle va savoir comment s'occuper de l'enfant et quoi mettre en œuvre pour lui permettre de réussir. Ok, donc c'est aussi à ce sujet-là, c'est important donc pour nous qui sommes, si vous voulez, votre lien entre l'école et vous-même, c'est important qu'on le sache à l'avance. Que si déjà vous avez un enfant qui a des difficultés, qui est suivi par une orthophoniste ou tout autre corps professionnel, c'est important qu'on le sache, pour qu'ensuite on continue ce traitement dans l'école en Israël. Ah, ok. Et alors j'ai l'impression. Vous nous entendez plus? Il y a eu un problème. Vous nous entendez? Dolphine, vous nous entendez plus? Ouais. Ah, d'accord. Mais ma taille, aval. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez, et si vous nous entendez maintenant, depuis quand vous nous entendiez plus? Répondez-nous en chat. אמרתי להם להגיד לנו בצ'אט. יש רק אחד שיונה, אבל היא אומרת שהיא לא שומעת והיא לא... Joël. Ouais. Tu m'entends, c'est Ingrid? Ouais, je t'entends. Je vous entends. Ouais, ça va et toi? Ouais, tu m'entends? Là, je t'entends. Ouais, non, j'entendais, je crois que je t'entendais parler des enfants. Ah, peut-être. Mais normalement, on doit tous s'entendre. Mais Vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez? לא, אבל אנחנו, הם במיוט, לא? לא, עכשיו הם... Alors, qui nous entend et qui nous entend pas? Allô? Mince. Il faut Eliaou. Demande à Eliaou. Elisa. Vous nous entendez? Elisa, envoie Eliaou. Merci, nous entend.
Vous nous entendez ou pas? Delphine. Je vois Delphine. C'est bizarre parce que nous on les entend. Qui est-ce qui nous entend? Oh là là. אני יכולים לשים אותנו במיוט? C'est la copine qui est passée bien, c'est la Vous nous entendez? Alors, vous nous entendez ou pas? C'est pas mal. Regarde, est-ce que vous nous entendez? C'est l'année Vous nous entendez? Sidoun. Isabelle, vous nous entendez? Isabelle, Delphine, Julien, Ingrid aussi. Ingrid. Ouais. Vous nous entendez? Tu m'entends, Ingrid? Très Ouais, bien. je t'entends. Mais en fait, les micros des participants, ils sont pas coupés, alors on entend de chez Alors, non, regarde, Ingrid, dis-moi depuis quand, tu peux me dire depuis quand tu nous entendais pas? Bien 3 minutes. T'as entendu l'accent sur la qualité, pas sur la quantité au niveau de la Ça s'est arrêté là. Ouais, c'est la dernière fois qu'on a Toute la pisca sur les Ok, d'accord, ok, ouais, c'est psychologique. D'accord, on reprend alors. Tu veux le faire? Mais il faut que tout le monde coupe son micro parce que nous on entend. On vous coupe. לא, לא, אז לא, כן. שימו אותם במיוט. שימו את כולם במיוט. כי זה מפריע להם פשוט. הם יכתבו אם הם לא שומעים. Bon, alors, on reprend. Tu veux le faire? Ok. Parce que c'est relou de reprendre. Je pourrais pas reprendre la même chose que ce que j'ai dit, d'accord? Ok, alors en fait on s'était arrêté. Vous nous entendez? Ceux qui ont la vidéo, faites-nous un petit signe de la main ou écrivez... Écrivez-nous oui. Écrivez sur le Écrivez chat. sur le chat, oui ou non? Oui. Oui, bravo. Alors, on parlait des difficultés des enfants. Il y a des enfants qui ont certaines difficultés, comme la dyslexie, la dysorthographie ou toutes sortes de choses qui peuvent être décelées à l'école. L'école, elle va s'en rendre compte très rapidement. L'école israélienne, elle est spécialiste dans ce domaine. Elle sait exactement quand il y a des choses qui vont pas. Et elle en parle directement aux parents. Et qui ne sont pas dus à la LIA ou au problème de langage, en fait. Ouais, de langue. Souvent, les enfants chez qui on décèle ce genre de difficultés, elles étaient déjà présentes en France. Alors peut-être qu'on va commencer en disant que c'est très important. Tous les parents qui sont conscients des difficultés de leurs enfants déjà de la France. Ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être un enfant qui a du mal à se concentrer, ça peut être quelqu'un qui a du mal à lire, il a des difficultés pour écrire bien les lettres, toutes sortes de difficultés. Ces difficultés-là, c'est très très important de les dire à l'avance à l'ESA et qu'on soit au courant avant que vous montez en Israël. Pourquoi c'est très important? C'est en fait, en Israël, le système d'aide dans ce genre de difficultés, il est beaucoup plus développé qu'en France. Et très rapidement, on peut avoir une aide spécialisée à un problème spécifique. C'est-à-dire que si on sait déjà dès la France, aujourd'hui on est au mois de février, si aujourd'hui, un parent qui sait qu'il va venir en août, il me dit, voilà, mon enfant il a une dyslexie aiguë, il a des difficultés de concentration, en France il a été suivi par une orthophoniste, par toutes sortes de gens. Oui, il n'a pas été suivi d'ailleurs. Oui, il n'a pas été suivi, mais on est conscient que, par exemple, il n'est pas très bon élève à l'école. Un enfant en CE1 ou CE2 ou même en CP qui n'arrive pas à lire, c'est pas parce qu'il est paresseux, c'est pas parce qu'il a, c'est parce qu'il a une petite difficulté d'apprentissage et plus on s'en occupe tôt, plus on pourra pallier à ce genre de problème. Donc c'est important que vous nous disiez, même s'il n'est pas suivi aujourd'hui. Mais si vous me dites, Lisa il est en CP, mais en fait il a du mal à lire, c'est important qu'on le sache, pour pouvoir l'aider justement. C'est des difficultés qui ne sont pas dépendantes forcément de la volonté de l'enfant. C'est-à-dire lui, il veut bien s'améliorer et tout, mais il n'arrive pas. Et en Israël, on sait comment aider les enfants à ce niveau-là. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui on est en février, vous comptez monter en Israël en août ou en juillet, vous pouvez nous dire dès maintenant et nous-mêmes faire part votre dossier de suivi en France, par mail, par fax, toutes sortes de moyens. Et en fait, en Israël, on pourra déjà, dès aujourd'hui, faire en sorte de vérifier quelle aide il peut avoir à la rentrée scolaire. Toutes les aides, elles se décident un an à l'avance. On décide de recevoir telle ou telle aide pour cet enfant un an à l'avance. Donc si vous savez que vous montez l'année prochaine, dites-nous dès maintenant les informations, on essayera de voir qu'est-ce qu'il pourra recevoir comme aide spécifique. C'est très important. Ce sujet-là des difficultés des enfants, il est beaucoup moins tabou en Israël.
très rapidement, un enfant qui a un peu de mal à se concentrer à l'intérieur de la classe ou qui ne suit pas vraiment les cours, très rapidement, son professeur principal va voir qu'il y a une difficulté, il va en parler aux parents. C'est pas la peine d'être alarmé ou quoi, c'est vraiment son rôle, c'est comme ça qu'il gère sa classe. Il va en parler aux parents, les parents ils vont s'asseoir avec lui, ils vont essayer de réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire, quelle aide on peut avoir. Souvent, pour pouvoir avoir de l'aide, avoir des heures de cours particuliers ou avoir des heures d'aide spécifiques aux problèmes spécifiques, il faut passer un bilan. C'est la manière en fait professionnelle de savoir où se trouve la difficulté. Donc on va très souvent envoyer des parents faire des bilans didactiques, des bilans psychodidactiques pour des problèmes qui sont plus liés au monde intérieur de l'enfant. Et après, avec le résultat de ces bilans et les recommandations du professionnel, on pourra savoir qu'est-ce que l'enfant peut recevoir comme aide à l'école. Donc je répète, le but, c'est d'aider l'enfant. Il faut pas le prendre mal si on vous dit allez, ça serait bien d'aller voir un psychologue, ça serait bien d'aller voir un neurologue. Il faut pas le prendre mal. En Israël, je dis encore une fois, c'est beaucoup moins tabou. Les difficultés, elles sortent à la surface et on essaye de les résoudre. Le but, c'est que l'enfant il se sente bien là où il est et qu'il ait l'aide maximale qu'il peut avoir. Avec le bilan, il y a des enfants qui pourront recevoir 5-6 heures par semaine spécifiques dans leurs difficultés, d'aide spécifique. Et je vais rajouter quelque chose de magnifique. C'est-à-dire c'est quelque chose qui pourrait pas exister ailleurs. Et vraiment, c'est pour ça qu'ils sont si sensibles même aux petites difficultés des enfants. Le but, c'est de mettre vite en marche un processus qui pourrait les aider et de faire d'eux des élèves. Je vais rajouter un point important sur ça. C'est que c'est écrit nulle part dans leur dossier après. C'est écrit nulle part, parce que souvent les parents ils me disent oui, mais après ça les suit toute leur vie. Ça les suit pas du tout toute leur vie. C'est écrit nulle part dans leur dossier scolaire. Encore une fois, ils passeront un bac et ce sera pas écrit au bac difficulté ou quoi que ce soit. Même s'ils ont des allègements au bac parce qu'ils ont des difficultés, ce sera écrit nulle part. Donc c'est très 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 important, encore une fois, que vous le sachiez. C'est transparent, ça aide l'enfant. En vrai, on a tout à y gagner. L'enfant il est dans la classe et il reçoit de temps en temps une aide spécifique. Après, quand il rentre en classe, il est beaucoup plus dans le système, il arrive à suivre beaucoup mieux. On lui a apporté une solution à son problème. C'est quelque chose qui va l'aider énormément à plusieurs niveaux, pas que au niveau scolaire. Même il va se sentir mieux, il va se sentir qu'il réussit. C'est très 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 important. Alors, le dernier point, c'est le bac en fait. Alors, je dis toujours bien qu'on s'est concentré un petit peu sur l'école primaire ici, mais une phrase sur le bac. Le bac ne se rate pas en Israël. On a toute la vie pour se rattraper. En fait, le bac est formé de différentes UV, et donc on refait l'unité qu'on a ratée. Si on n'a même pas fait d'unité de physique et qu'un jour on a envie de faire de la physique après l'armée, on se décide d'aller étudier au Technion, on peut très bien passer une unité de physique donc après le bac. Donc il n'y a pas cette notion de rater le bac, on n'est pas obligé de repasser tout le bac, on repasse uniquement les unités qu'on a ratées. Donc ça c'est très important. Quelques petits conseils généraux quand on arrive en Israël et qu'on est confronté aux écoles, c'est qu'il faut être ouvert au changement de vision de l'éducation. Il faut comprendre que, encore une fois, vous êtes confronté à un autre système. Il faut rester en contact. Il faut être en contact avec les délégués de parents d'élèves. Le Va'adorim en hébreu, c'est très important. Il faut s'impliquer dans l'école. Il faut s'impliquer, il faut s'engager, il faut participer. Il faut donner plus de liberté à vos enfants et de confiance en fait à vos enfants. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez plus fixer de limites. Chaque parent sait quelles limites il veut fixer à ses enfants. L'éducation à la maison a toute son importance, bien sûr. Et donc chacun met les limites où il pense que c'est important. J'ai une petite phrase comme ça que je dis un peu souvent, mais il faut choisir ses combats. Donc c'est-à-dire savoir où mettre les limites et où les mettre un petit peu moins. Le côté vie sociale est très important. Donc inviter les petits camarades de classe à la maison, se laisser inviter. Vous allez voir qu'au début de l'année ils vont souvent être invités. Il faut accepter, parce que si une fois, deux fois, trois fois ils acceptent pas d'être invités, eh ben ils seront plus invités. Donc oui, acceptez tout de suite les invitations, même si vous connaissez pas les parents, même si vous connaissez pas les enfants. En général ça marche très bien, il n'y a pas de problème, et donc il faut accepter. Voilà, en gros c'est ça. Déborah va vous parler de l'équipe pédagogique de l'école et du centre de soutien scolaire qu'elle dirige.
Et ensuite, on parlera des différents cursus et des différentes écoles. Comment choisir une école à Jérusalem. Ok, alors on va parler de l'équipe pédagogique. Voilà, l'équipe pédagogique. Alors on vous a mis en jaune les noms en hébreu pour que vous commenciez déjà à vous entraîner, comme ça vous saurez à qui s'adresser dès la rentrée. En fait, ce qu'elle a déjà dit Lisa tout à l'heure, c'est que le lien avec toute l'équipe pédagogique, il est beaucoup plus développé que ce qu'on a l'habitude de connaître en France. Les professeurs veulent entendre l'avis des parents, ils se voient vraiment comme associés dans l'éducation des enfants. Les enfants, ils appartiennent bien aux parents, évidemment, mais ils sont la plupart du temps à l'école. Et donc l'école, elle prend ce rôle avec grande responsabilité et elle veut vraiment être tout le temps en contact, tout le temps, pas tous les jours, pas toutes les heures, mais très souvent être en contact avec les parents pour vérifier que tout va bien, pour savoir où sont les difficultés et tout de suite réparer, pas attendre la réunion qui est dans 3 mois pour pouvoir soumettre une difficulté au professeur. Si on peut déjà avancer entre-temps, alors ils sont très partants. Donc c'est vraiment un switch qu'il faut faire en arrivant en Israël. Ça ne veut pas dire qu'il faut ça veut pas dire qu'il faut tout le temps les appeler de manière raisonnable, mais ils attendent ce contact. Ils sont vraiment ils attendent ce contact. Donc on va parler la première personne, c'est le directeur, Menaëlet masculin, Menaëlet féminin, le directeur de l'école ou la directrice de l'école. Ils sont responsables de plein de choses à l'école. Ils sont responsables du personnel, de tout ce qui est physique, des conditions physiques de l'école. Ils sont responsables des programmes d'apprentissage. Ils sont responsables de plein de choses, comme un directeur en France. Et donc, cette personne-là, elle va moins être votre interlocuteur. C'est dans des cas plus ou moins extrêmes où il va intervenir. Ça dépend encore des directeurs. Il y a des directeurs qui interviennent plus rapidement et des directeurs qui sont moins mêlés aux affaires. Ça dépend aussi de la taille de l'école. Oui, ça dépend de la taille de l'école, ça dépend du caractère du directeur, ça dépend de plein de choses, mais en gros, c'est pas lui qu'on va voir en premier. Le sous-directeur, souvent le sous-directeur, il est responsable de la discipline, des emplois du temps, toutes sortes de choses aussi qui sont moins liées directement à vous. Par contre, un rôle qui n'existe pas dans l'école française et qui est important de connaître, même avant de venir, c'est le rôle du conseiller pédagogique. La yoetzet ou le yoetz, c'est un rôle important dans l'école. C'est une personne qui est responsable du bien-être des enfants à l'école. C'est un rôle que vous pouvez comparer à aucun rôle en France puisqu'il n'existe pas. Et c'est en ça qu'on se relie à ce qu'on a dit précédemment par rapport aux difficultés des enfants. Cette personne-là, le conseiller pédagogique, il est responsable du bien-être des enfants dans l'école et il conseille les professeurs au niveau pédagogique et au niveau des difficultés sociales ou des situations qui peut exister à l'école. Il est aussi responsable du lien entre les professeurs et le directeur. Donc il agit un peu dans plusieurs domaines, mais en gros on peut dire que c'est un peu l'huile qui fait que tout va bien fonctionner. Peut-être que j'ai un peu exagéré, parce que j'aime bien les yoatzim, mais... Non, complètement, c'est un rôle très important. Dans certaines écoles, c'est même eux qui sont responsables des inscriptions des enfants. C'est même eux qui choisissent l'enfant et non pas le directeur ou la directrice. Donc c'est un rôle très 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 important dans les écoles. Donc en fait, par rapport à vous, en quoi cette personne elle pourra vous aider. Généralement comment ça marche? S'il y a une difficulté dans une classe et qu'il y a une difficulté avec un enfant que le professeur a remarqué, alors il va d'abord en parler aux parents. Si ni les parents ni lui n'ont de vraies solutions, ou s'ils sentent que c'est un problème un peu plus profond, ils vont directement se tourner vers cette personne-là, Yoetz ou la Yoetzet, et ils vont en parler avec son œil de professionnel. Ils vont lui en parler et on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aider l'enfant. Cette personne-là, le conseiller pédagogique, il est en rapport donc avec ce qui se passe à l'école et en rapport avec toutes sortes de services qu'il peut recevoir de l'extérieur de l'école pour aider les familles ou les enfants. Ça veut dire que si, par exemple, il y a eu une difficulté et qu'on arrive en réunion, le yoetz, le professeur de l'enfant et les parents, on arrive en réunion et on a compris que ces difficultés-là, elles ont besoin d'une solution que seulement un bilan peut nous apporter.
Donc ensemble, ils vont décider d'envoyer les parents faire un bilan pour cet enfant. Et ensuite, ils vont revenir avec les résultats du bilan et ils vont se réasseoir ensemble. Ils vont en discuter, ils vont voir qu'est-ce qui peut être mis en place à l'intérieur de l'école, qu'est-ce qui peut être mis en place à l'extérieur de l'école. Ils vont créer une solution plus générale pour l'enfant. Donc c'est très important de savoir qu'il existe. Généralement, il est vite au courant de ce qui se passe dans la classe et il a des réunions hebdomadaires souvent avec les professeurs principaux. Et donc il est au courant de ce qui se passe dans l'école. Généralement, dès qu'il y a un problème, il est mis en contact avec les gens qu'il faut. C'est lui aussi qui est responsable, par exemple, ce qu'on a dit précédemment, de faire un programme de Kishure Chaim, ce qu'on a dit Lisa tout à l'heure, toutes sortes d'aptitudes qu'on apprend aux enfants à l'école, dans les classes, mais sur la vie. Comment créer des liens entre camarades, comment créer des bons liens, parler de la communication verbale, la communication non verbale, toutes sortes de sujets qui font partie du développement de l'enfant, mais pas que au niveau des études. Du développement en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, comment parler, comment se faire gérer les conflits, par exemple, entre enfants. Toutes sortes de choses comme ça. Et c'est elle qui est responsable de transmettre aux professeurs les activités dans ce domaine-là. Chaque enfant en Israël a 1 heure à 2 heures par semaine de Kishure Chaim. 1 heure où ça s'appelle aussi Sha'at Rinur, l'heure d'éducation. C'est 1 heure où on fait des choses qui sont un peu différentes, mais qui nous apprennent à être des bons camarades, à être des bonnes personnes. Le psychologue, c'est aussi quelqu'un qui fait partie de l'équipe pédagogique de l'école. Il se trouve à l'école généralement 1 fois par semaine. Il a très peu d'heures à l'école. Il s'occupe de tous les cas que la conseillère pédagogique a. Il y a des cas où la conseillère pédagogique, elle peut pas les résoudre toute seule. Et donc, elle a besoin d'un avis plus professionnel. Et donc, elle fait intervenir le psychologue. Donc, ça arrive très souvent qu'il y ait des réunions entre les parents, le psychologue et la yoetet, la conseillère pédagogique, pour se conseiller et pour avoir un avis beaucoup plus professionnel. Ça ne veut pas dire que c'est grave, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, ça veut juste dire qu'on a besoin d'un œil plus professionnel. Je veux juste rajouter une chose sur le psychologue. C'est qu'en Israël, de manière générale, on l'a dit tout à l'heure un petit peu autour du sujet des bilans, les parents israéliens vont souvent voir soit un psychologue, soit différents professionnels dans ce domaine-là, qui ne sont pas forcément des psychologues, mais dans le domaine de conseiller parental, etc., conseillers parentaux au pluriel, mais pour avoir de l'aide face aux difficultés qu'on peut avoir avec nos enfants. C'est pas forcément dans des cas extrêmes du tout, c'est au contraire, ça peut être vraiment dans le quotidien. J'ai un ado, il est un peu trop comme ci, un peu trop comme ça, je vais aller voir quelqu'un pour avoir un conseil. Ça se fait très 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 facilement, et encore une fois, il n'y a pas seulement que le psychologue. Il y a toutes sortes de professionnels dans ce domaine-là qui peuvent donner des conseils. Il y a ce qui s'appelle aussi Adrachatorim. Adrachatorim, c'est on va dire conseil pour les parents. C'est une sorte de comment on dit Adracha? Déborah, excuse-moi. Formation pour les parents, etc. Des parents qui peuvent avoir, ça peut être vraiment tout le monde et n'importe qui. Une petite difficulté face à ses enfants. Mon fils, je trouve un petit peu trop stressé en ce moment. Je ne sais pas très bien comment l'aider. Mon fils, il est aujourd'hui, je trouve qu'il est un peu trop comme si. Alors j'ai besoin qu'on m'aide à savoir comment lui parler. Ça peut être vraiment, et c'est pas forcément d'aller, de parler, de faire 10 séances ou 20 séances ou 30 séances. Ça peut être une séance, ça peut être 2 séances, ça peut être les parents seuls, ça peut être la maman seule, ça peut être les enfants seuls, ça peut être plein de choses. Mais les parents israéliens ont tendance à facilement aller voir des professionnels dans ce domaine-là, c'est important de le dire. Donc chaque fois à l'école on va vous dire mais pourquoi vous n'allez pas faire une adrachatorim ou aller voir le psychologue, ne prenez pas ça hyper personnel et hyper dramatique, c'est pas dramatique. On donne ça comme conseil à plein de parents qui peuvent avoir des très petites difficultés. C'est souvent ces gens-là, c'est souvent des professionnels qui ont étudié pendant 2 ans ou même plus et qui connaissent exactement les crises de chaque âge, qui ont beaucoup plus d'outils que nous en tant que simples parents, qui ont beaucoup plus d'outils pour aider à résoudre ces conflits-là de la maison. Les conflits, vraiment les petits conflits de la maison, c'est eux qui pourront nous donner un œil extérieur et qui peuvent nous aider
tu devrais lui parler comme ça, tu devrais aller plus, tu devrais lui accorder plus de temps. Des petits conseils qui peuvent changer toute l'ambiance de la famille. C'est plutôt une approche comportementale qu'une approche psychanalyse et freudienne et tout ça. C'est pas du tout ça. Encore une fois, bien sûr que il y a des cas où il faut une approche plus psychanalyse, etc. Mais je parle pas de ces cas-là. Je parle des cas simples. Encore une fois, c'est souvent une approche un peu plus comportementale. Et ça aide beaucoup. Il y a beaucoup de parents qui justement après la LIA ont beaucoup de difficultés parce que tout change en vrai et chacun vit la LIA à son rythme, chacun vit la LIA de sa manière et donc chacun doit se trouver une nouvelle place dans la famille. Et là, cette personne-là, des fois, il y a des gens qui sont spécialisés dans la LIA, qui sont francophones aussi, qui connaissent les difficultés, qui ont l'habitude, et qui nous éclairent sur certains domaines. Quand on est trop à l'intérieur, des fois, on voit pas les choses simples. Donc, c'est quelqu'un qui va nous dire, regarde là, et d'un coup, ça va changer vraiment beaucoup de choses dans la famille. La LIA, c'est pas simple, je pense que tout le monde le sait, et très souvent, donc l'école, elle va recommander d'aller voir ce genre de personnes-là. Donc on a le psychologue, on passe ensuite à la responsable des activités sociales et culturelles. Comme elle a dit Lisa tout à l'heure, tout le côté non formel à l'intérieur de l'école, il a une grande place, non pas parce qu'on veut perdre du temps, entre guillemets, mais parce qu'on pense qu'à travers cette activité-là, on peut voir l'enfant sous différents domaines. Quelqu'un qui va être pas très bon en classe, peut-être qu'il saura très bien se servir de ses mains et ça sera un grand peintre. C'est à l'extrême évidemment, mais je veux dire qu'il y a des capacités qu'on oublie des fois et qui peuvent tellement changer un enfant. Le fait de le mettre, de lui donner de la place et de montrer qu'il est capable dans un autre domaine, ça peut changer tout le comportement de cet enfant-là. Donc il y a quelqu'un qui est responsable d'organiser les activités, d'organiser les excursions, toutes les choses qui ne sont pas formelles. Ça s'appelle le Rakaz Chevrati. Et on passe aux enseignants. Il y a les enseignants, en général on appelle ça les morim, moré au singulier. Il y a le prof principal, mechaner ou mechanechet, très important, vous pouvez déjà noter, mechaner, mechanechet. C'est en fait la personne qui est responsable de la classe dans laquelle votre enfant se trouve. En Israël, dès le primaire, les professeurs sont comme au secondaire en France, c'est-à-dire qu'il y a le prof principal et les enseignants des différentes matières. En Israël, c'est comme ça dès le primaire, et donc la personne qui est responsable de la classe, c'est le professeur principal. C'est lui qui est au courant comment chaque élève se sent dans la classe, c'est lui qui est au courant comment chaque élève avance, même dans les autres matières. C'est lui qui est responsable de cette classe, donc ça veut dire que s'il y a une difficulté dans une certaine matière, il va parler aux autres enseignants, il est un peu plus responsable. Et donc lui, c'est vraiment votre interlocuteur. C'est vraiment la personne à qui vous devez soumettre vos difficultés, vous devez poser des questions, toutes sortes de choses. Ce qui est important, c'est que si jamais vous avez un meilleur lien avec un autre professeur qui n'est pas le prof principal, alors utilisez aussi ce lien. Cette personne-là, elle s'occupera de transmettre au professeur principal. Mais il faut que vous trouviez quelqu'un avec qui vous entendez bien, avec qui vous avez une bonne communication et qui saura faire passer le message de vos difficultés à la personne qui pourra s'en occuper. Donc il y a le mechaner, il y a les enseignants des matières, morim miktoim, moré miktoi, et il y a le responsable des olim. On essaye vraiment dans les écoles qui reçoivent beaucoup d'olim, on essaye de plus en plus de faire en sorte que l'école, elle nomme quelqu'un qui est responsable des olim. Pas uniquement les olim de France, tous les olim, les Américains, les Russes, tout le monde. Cette personne-là, c'est souvent une prof qui enseigne les heures d'ulpan dans l'école, souvent une prof qui enseigne l'ivrite et qui a de toute façon un contact assez proche avec les enfants olim et elle est en fait l'adresse pour les enfants olim à l'école. C'est vraiment la personne chez qui ils peuvent vers qui ils peuvent se tourner. Donc c'est l'adresse pour les enfants, c'est une adresse aussi pour les parents. Vous pouvez parler au prof principal et vous pouvez aussi parler aux responsables des olim, aux problèmes qui sont plus liés à la LIA, et c'est aussi une adresse pour les autres professeurs. C'est-à-dire que des fois, les autres professeurs qui ne sont pas forcément habitués aux enfants olim, ils ne savent pas quoi faire vraiment avec cet enfant, alors ils en parlent aux responsables des olim, et lui, il leur donne des conseils qui sont plus adaptés et qui sont plus en connaissance de cause. Il connaît beaucoup mieux cette population. Donc c'est aussi votre interlocuteur. Vous pouvez
on peut dire que le prof principal et le responsable des Olim, c'est vraiment des personnes que vous devez connaître. Vous devez connaître leur prénom après 2 semaines à l'école. Vous devez savoir qui et quel jour ils sont là et savoir quand... Le prof principal après 1 jour à l'école. Après 1 jour. Le responsable des Olim, peut-être que même lui-même il viendra vers vous, c'est possible. Voilà, c'est quelque chose qui est en train vraiment de changer dans les écoles. Ils ont beaucoup plus conscience du fait qu'il y ait des Olim dans leurs écoles et qu'il faut mettre en place des choses adaptées. Très souvent dans les écoles, ils font un rendez-vous au début de l'année avec les parents Olim, donc les parents de plusieurs pays, et les parents Olim que pour les Olim, pour leur expliquer un peu comment marche l'école, pour leur expliquer un peu qui sont les personnes à qui s'adresser, quelles sont les ressources qui sont mises en place pour aider les enfants à l'intérieur de l'école. Donc participez, venez. Dès qu'ils font quelque chose pour vous, alors n'hésitez pas à leur montrer que vous êtes content, que vous êtes d'accord, que vous les soutenez dans ce processus. La Bachirut, c'est un mot que les parents Olim apprennent très très rapidement. On peut dire même en moins que 2 semaines. C'est une fille qui fait son Shirut Leomi. Shirut Leomi, c'est son service civil. Au lieu d'aller à l'armée, elle a décidé de faire un service civil dans le civil, pas dans l'armée. Et elle, selon ses capacités, elle aide l'équipe de l'école. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui disent mais on peut pas avoir une Bachirut qui viendrait aider mon fils dans la classe et qui pourrait lui traduire ce qu'ils sont en train d'apprendre. Non, pas forcément. Cette Bachirut, elle n'a pas toutes les qualités requises pour aider votre enfant au maximum. Si elle est nulle en maths, alors il faut surtout pas qu'elle vienne aider votre enfant en maths. Donc l'école, c'est elle qui jugera si elle est capable ou pas d'aider. Si elle est l'école, elle sait exactement ce qu'elle fait, elle sait où est-ce qu'elle peut se servir de la Bachirut pour aider dans les difficultés qu'il y a à l'école. Parler de la première année. La secrétaire, ça aussi vous devez la connaître, Maskira, et le délégué des parents d'élèves, Va'adorim. Va'adorim, donc c'est des parents d'élèves qui se sont regroupés et qui font en fait la voix des parents dans l'école sur toutes sortes de sujets. Petit à petit, on essaye aussi de faire en sorte que dans cette délégation de parents d'élèves, il y ait des parents Olim, qui sont là depuis plusieurs années, et qui ont eu des difficultés du début et qui se sont remis de ces difficultés et qui ont des idées pour empêcher les autres Olim d'avoir ce même genre de difficultés. Et donc, dans plusieurs écoles, il y a des Olim qui font partie des représentants des parents. C'est très important d'être tout de suite en contact avec eux. Eux aussi, ils se soucieront d'être en contact avec vous. Ils prendront contact, je pense, au début de l'année. Et comme ça, vous pourrez parler à quelqu'un de vos difficultés qui pourrait les faire entendre plus haut. Ouais, ça. Bon. Choisir une école ou première année? Non, je veux que tu parles du Merkaz Lemida. À la fin. À la fin? Oui, ouais, à la fin. D'accord. Alors, un autre point qui est essentiel, c'est la première année en Israël. La première année en Israël, au niveau de l'éducation, elle est complètement à part. En fait, le rôle de l'école, vraiment la première année, est vraiment différent des autres années. En fait, il faudrait que vous fassiez un switch dans votre tête et que vous vous disiez qu'en fait, les seuls objectifs de la première année en Israël à l'école, c'est 3 choses en fait. La première chose, c'est l'apprentissage de l'hébreu, évidemment. C'est vraiment le plus important. La deuxième chose, c'est l'intégration sociale de vos enfants. C'est l'épanouissement social. C'est qu'ils aient des copains à l'école. Et la troisième chose, qu'il faut quand même pas négliger, c'est les maths et l'anglais, qui sont des matières en spirale. Donc très important de ne pas perdre le niveau en maths et en anglais. Et de combler éventuellement les lacunes dans ces matières-là. Parce que c'est vrai que les systèmes d'enseignement en maths sont très différents, par exemple en France et en Israël. Donc il y a des techniques, etc. qu'il faut apprendre. Et l'anglais, parce qu'en Israël on apprend l'anglais assez jeune, mais en général, franchement, j'ai jamais été confrontée à des difficultés particulières en anglais, parce que quand même les petits Français, ils connaissent donc toutes les lettres, ils connaissent le français, donc ça les aide énormément en anglais. Donc c'est les 3 points importants. Encore une fois, tout le reste, même le Kodesh, c'est pas important, l'histoire, c'est pas important, les sciences, rien n'est important, à part l'hébreu, les maths et l'anglais. Et l'épanouissement social et les copains. Très 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 important, au même niveau que l'hébreu, au même niveau que d'apprendre l'hébreu. Donc voilà. Donc je veux juste dire quelque chose, c'est qu'il faut un peu réduire les attentes de la première année. Je sais qu'il y a plusieurs parents qui viennent me voir et qui me disent mais quoi, on est après 3 mois en Israël et mon enfant ne sait toujours pas parler hébreu. 3 mois, ça suffit pas du tout pour apprendre l'hébreu comme il faut. Ça met des fois 1 an, ça met des fois même plus. Chaque enfant de toute façon a son rythme.
mais il faut diminuer les attentes. Vos attentes, elles doivent être que dans ces 3 domaines. Il faut diminuer les attentes. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors la question qui revient, c'est qu'est-ce qui va se passer avec le programme? Comment il va pas redoubler puisqu'il s'occupe que de maths et d'anglais et d'apprendre l'hébreu? Il va rater plein de cours pour pouvoir apprendre l'hébreu. Comment il va pas redoubler? Comment il va passer de classe? Les enfants en ligne passent de classe. Et les autres aussi derrière, et les autres aussi. Et les autres aussi, ils passent de classe. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. De toute façon, l'école, elle a ces buts-là dont on a parlé avec les Olim. Elle n'a pas d'autres attentes d'eux. C'est normal, un enfant qui vient d'arriver de France, qui ne connaît pas du tout l'hébreu, on ne peut pas lui demander de remplir toutes les tâches d'un élève israélien qui est né en Israël. C'est pas possible. Et c'est valable dans toutes les écoles, même dans les meilleures écoles, dans les écoles les plus élitistes, ils ont aussi ces 3 buts uniquement la première année. Donc vraiment ne pas s'inquiéter. Donc il faut se mettre d'accord avec eux, il faut que tous les efforts soient concentrés sur ces seules choses-là. Je sais qu'il y a plusieurs parents qui des fois veulent absolument que leur enfant y rentre dans certains cours de Kodesh et dans certaines autres matières, d'histoire, de géo, de sciences, pour pas qu'ils perdent. L'angoisse, c'est pour pas qu'ils perdent. Mais sachez que si vous les allégez de ce côté-là, ils gagneront encore plus dans ce qu'ils doivent avoir. Ce qu'ils doivent avoir, c'est les maths, l'anglais et l'ivrite. C'est essentiel. Les choses d'histoire qu'ils vont rater, les chapitres d'histoire qu'ils vont pas savoir, ils auront toute la vie pour lire sur la Renaissance dans ce pays-là. C'est pas grave. Même le Kodesh, ce pérec-là des prophètes, il aura toute sa vie pour le lire. Ça n'empêche pas d'avancer de classe. Et donc c'est pour ça qu'on s'est mis d'accord avec l'école que ce sont les 3 choses principales. Ne perdez pas vos forces à vous éparpiller. Au contraire, mettez toutes les forces dans ces choses-là et l'enfant il va bien passer de classe et il va bien s'intégrer l'année d'après. Une chose aussi très importante, on va avoir le petit triangle magique là, c'est très important, l'histoire de la confiance. Très très important que les parents manifestent leur confiance à l'école. Même si vous avez, je peux comprendre, en général les parents qui arrivent en Israël, ils ont souvent des hésitations, ils comprennent pas bien le système éducatif israélien. Vous m'appelez Alice, Lecha? Donc tout le côté des hésitations des parents qui n'ont pas toujours, qui sont toujours comme ça en hésitation sur le système éducatif israélien parce qu'ils savent pas très bien comment ça marche au début. Bien sûr, ça veut pas dire qu'il faut pas suivre ses enfants, qu'il faut pas se poser des questions, etc. Il faut se poser des questions, il faut suivre ses enfants, il faut suivre l'évolution de ses enfants au fur et à mesure de l'année, mais il faut quand même montrer sa confiance en l'école. C'est très important. D'abord, ce côté. Le fait que vous marquiez et que vous montriez votre confiance, que vous manifestiez votre confiance face à l'école, ça permet aux enfants d'être beaucoup plus sereins face à l'école et de mieux appréhender l'école et d'aller à l'école avec moins d'angoisse. Souvent, je vois des enfants qui sont un peu angoissés d'aller à l'école, mais souvent, en fait, je remarque que quand les enfants sont angoissés d'aller à l'école, c'est en fait parce que les parents sont très très angoissés. Donc vraiment, plus vous allez être décontracté, plus vous allez manifester encore une fois de la confiance et dans vos enfants et dans le système, etc. Plus vos enfants seront moins anxieux et moins angoissés d'aller à l'école. Et donc voilà. Donc le rapport positif entre les trois personnages, entre l'enfant, l'école et les parents, se développera de manière beaucoup plus facilement en fait. Et c'est en fait vraiment c'est la clé de la réussite de votre enfant au sein de l'école. J'ai l'impression, parce que je regarde aussi les petites notes de chat que vous marquez un petit peu tous, que ça vous angoisse. Je comprends que ça vous angoisse. Mais en fait, on prévient les angoisses pour que quand en fait elles vont vous arriver, parce qu'on sait bien qu'elles vont vous arriver quand vous arrivez en Israël, et ben vous allez vous dire waouh, ah non mais c'est vrai, on nous avait dit que ça allait être comme ça. Et donc à partir du moment où vous savez quand vous allez être face à la situation et que vous allez comprendre, ah mais on m'en a déjà parlé, on m'a dit que j'allais être angoissée, on m'a dit qu'il allait se passer ça, je pense que ça va, oui, à ce moment-là, devant le fait accompli, vous serez moins angoissé. Alors c'est vrai que peut-être que maintenant vous allez vous dire waouh, c'est trop de choses à apprendre, c'est trop de choses à comprendre, on comprend pas tout ça, mais je crois que c'est un petit peu devancer les problèmes. J'appellerais pas même pas ça les problèmes, c'est devancer se faire à l'idée. Déjà devancer les différences en fait. C'est vous montrer les différences pour que en fait quand vous allez être face à ces différences là, vous allez pas être étonné.
en fait, vous n'allez pas être étonné. Vous allez dire, waouh, c'est vrai, on m'avait dit que ça allait être comme ça, c'est comme ça. Bon, je suis bien arrivée. Voilà. Et donc, mais je sais comment réagir finalement. Je sais comment réagir. Je suis pas perdue. Pour faire le lien avec ce que Déborah va dire dans 2 minutes, on organise aussi à Jérusalem en particulier, mais je sais pas comment ça se passe ailleurs, souvent beaucoup de conférences, j'aime pas appeler ça conférence, d'ateliers pour les parents. Pour les parents, et c'est important d'y participer. Ce sont des ateliers justement pour mieux comprendre le système, pour aider les parents à justement passer ces étapes-là sans angoisse, avec plus de réussite et moins d'appréhension et plus de sérénité. Exactement. Donc on organise au courant de l'année ce genre d'ateliers, c'est important d'y participer. Aussi pour faire face aux questions de vos enfants, aux difficultés de vos enfants. Je dis toujours, jusqu'à Hanouka en général c'est difficile, les enfants ont du mal. Et après Hanouka on voit vraiment, même après des maladies, ça dépend des âges, ça dépend des familles, mais en tout cas jusqu'à Hanouka on va dire que c'est difficile pour tout le monde. Après Hanouka, il y en a pour qui c'est plus facile, il y en a qui... Mais il faut comprendre que la LIA, c'est pas juste un déménage, c'est beaucoup de changements, c'est un gros changement culturel également. Donc il faut voir que l'évolution se fait en douceur et lentement. Au contraire, il faut pas être pressé, il faut pas se dire il faut que ça passe vite. Il faut que ça se passe en douceur et lentement. Qu'est-ce que T'as quelque chose à ajouter? Je voudrais juste parler un tout petit peu au niveau de ce qui se passe avec les parents. Et le centre de soutien scolaire? Ouais. D'accord. Juste pour aussi un peu essayer de calmer vos angoisses à l'avance. L'Aliyah, comme on a dit, c'est vraiment un choc culturel. On passe de pays, mais c'est pas seulement physique. Chacun vit ce changement différemment. Il faut savoir une chose très importante, c'est que les enfants, ils prennent pas forcément cette décision. Les parents ont décidé de venir en Israël, les enfants n'ont pas forcément accepté cette décision, ni pris cette décision. Le fait qu'ils n'ont pas pris la décision, ça va faire que quand ils vont arriver, ils vont des fois se révolter. Ça arrive, ils se révoltent, c'est pourquoi tu m'as emmené ici, qu'est-ce qu'on est venu, on a perdu tout ce qu'on avait là-bas, qu'est-ce qu'on a gagné, pourquoi vous avez fait ça? C'est des questions qui vont venir, pratiquement dans toutes les familles. Je pense que un enfant naturellement il va poser ces questions-là. Il ne faut pas avoir peur de la question. La question est tout à fait normale. Il n'a pas pris cette décision, il ne comprend pas pourquoi on lui a changé de pays et qu'on lui ajoute plein de difficultés. Ce qui est important à faire à ce moment-là, c'est d'abord d'expliquer que c'est une décision qu'on a prise pour une bonne chose. Cette bonne chose, elle n'est pas visible pour l'enfant. Pour l'instant, il voit que ce qu'il a perdu. Il ne voit pas ce qu'il a gagné. Pourquoi? Parce qu'il a perdu sa famille qui est restée en France, il a perdu ses amis qui sont restés en France. C'est aussi votre situation généralement. Il a perdu beaucoup de choses. Il a perdu sa langue, il a perdu tout ce qui est connu, son environnement qui est connu. Il a perdu tout ça et il arrive dans une école où on ne parle pas sa langue, où on a un autre système de code entre les gens, où c'est pas notre mentalité. Plein de différences. Les différences, elles sont jusqu'au supermarché, jusqu'au sandwich du matin qu'il faut préparer pour le 10h et pas pour 8h. Plein de différences qui vont vraiment vous rencontrer, que vous allez rencontrer tous les jours. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord, très important, montrer à l'enfant ce qui n'a pas changé. Qu'est-ce qui n'a pas changé? Je suis ton parent, tu es mon enfant, ça c'est quelque chose qui n'a pas changé. C'est quelque chose qui est très souvent remis en question parce que les enfants, ils vont très rapidement se débrouiller en hébreu, beaucoup plus vite que les parents. Et donc ils vont se débrouiller dans la langue et donc vous allez demander à votre enfant de parler à la caissière, de parler à lui, de parler à elle. Et les enfants, ils vont prendre un rôle important d'un coup parce qu'ils savent se débrouiller en ivrite et ils vont avoir tendance à croire qui sont plus importants que vous, puisque eux, ils savent se débrouiller. Alors, il faut les recadrer et leur dire que vous restez parents même si vous n'avez pas l'ivrite. Vous restez leurs parents, vous êtes toujours là pour eux, pour les aider, même si vous ne parlez pas l'ivrite, vous pouvez mettre en place des choses, des aides à l'école ou à l'extérieur de l'école, mais c'est vous le responsable de vos enfants, c'est vous qui décidez s'il ira chez un copain ou pas, c'est vous qui prenez les grandes décisions. C'est important pour l'enfant que vous restiez son parent. Très souvent, ils ont cette impression, les enfants, et il faut vite les recadrer et les mettre et les remettre dans le système. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'il faut absolument même faire une liste à l'écrit des choses qui n'ont pas changé.
le Shabbat, on mange toujours un couscous, alors on mangera le couscous aussi en Israël. Le samedi soir, on parle toujours avec papy et mamie. Le samedi soir aussi, même quand on sera en Israël, on les appellera. Aujourd'hui, il y a Skype, il y a plein d'autres moyens d'être en communication avec l'extérieur. Il faut garder les habitudes de la famille. Je te raconte toujours une histoire avant d'aller dormir. C'est pas parce qu'on a fait notre aliyah que je vais plus te raconter l'histoire. C'est pas parce que j'ai trop de choses dans la tête que je laisse tomber l'histoire. Cette histoire-là, elle est très importante. C'est elle qui va montrer à votre enfant qu'il y a des choses qui restent. Il y a des choses qui... Continue à parler français. La continuité. Continue à parler français à la maison. Il faut qu'ils aient un sentiment de continuité. Dans la vie, la continuité, c'est ça qui nous donne la confiance en la vie et en nous-mêmes. C'est ça qui nous dit que demain est un jour sur demain. Ça va être comme aujourd'hui, on va avancer tout à fait normalement. C'est ça qu'il faut donner à vos enfants. Toutes les choses qui n'ont pas changé. Et les renforcer au maximum. Ça va être difficile pour vous, ça va être difficile pour vos enfants, mais essayez de garder au moins ça. On a passé en hybride Reshet Bitachon, un filet de sécurité. Ça va être votre filet de sécurité. C'est ça qui va faire qu'au moins il saura qu'il y a certaines choses qui n'ont pas changé. Et c'est là où il va s'accrocher. Il aura où s'accrocher. C'était une parenthèse, mais c'est très important. Essayez déjà de réfléchir à tout ça sans vous alarmer. De toute façon, quand vous serez ici, nous on sera là pour vous, on va vous aider. Dans les écoles, il y a des gens qui sont là aussi pour vous écouter. Vous ne serez pas seul. Il y a les anciens Olim qui vous raconteront leurs déboires du début et qui tourneront avec vous. Voilà, ça sera plus drôle que triste. Ça va aller. Quand je suis rentrée à l'université en Israël, j'avais 18 ans, je venais de faire mon aliyah et je recevais que des notes horribles. 30 sur 100, 20 sur 100, c'était affreux. Jusqu'au moment où je rencontre un olé qui était là depuis 2 ans, 3 ans, et qui me disait, tu as 30 sur 100, c'est normal, c'est comme ça. Pendant 6 mois, tu vas avoir des mauvaises notes. Et d'un coup, ça m'a déchargé de ce poids. J'étais, ok, c'est normal, tout va bien. Tout va bien, je suis arrivée en Israël, c'est le processus, c'est par là qu'on doit passer. C'est pas grave, comme elle a dit Lisa, une fois qu'on sait à l'avance, alors c'est moins dramatique. Le soutien scolaire. Le soutien scolaire. Je sais pas comment on peut le... Ok. On vous enverra un mail. On vous enverra un mail. Qu'est-ce qu'il y a à l'école, qu'est-ce qui est mis en place en plus des aides qu'on peut recevoir à l'intérieur de l'école. On a un centre de soutien scolaire qui s'appelle Yachan. Pour ceux qui étaient au salon de la LIA, alors ils ont reçu le petit prospectus. Qu'est-ce qu'on donne au centre de soutien Yachad? En fait, c'est 2 après-midi par semaine. Le dimanche après-midi de 3h à 6h et le mardi après-midi aussi de 3h à 6h, donc juste après l'école. C'est un endroit où il n'y a que des enfants Olim de France. Les enfants, ils viennent de toutes sortes d'écoles et ils se regroupent en petits groupes selon leur niveau, un petit groupe de 4-5 environ, selon les âges et selon les niveaux. Chacun a un professeur, chaque groupe a un professeur qui les aide à faire les devoirs en premier temps pour alléger les parents, parce que c'est pas facile de faire les devoirs quand on vient de débarquer en Israël, on comprend pas de quoi il s'agit et tout ça. Donc il y a des professeurs qui sont là qui les aident à faire leurs devoirs. On les aide à préparer les examens s'ils en ont. Et en deuxième temps, soit ils font une activité un peu moins formelle où ils apprennent l'hébreu, où ils développent des liens entre eux, toutes sortes de choses, ou alors ils reçoivent de l'aide dans les matières où ils ont des difficultés. Et en fait, chaque professeur est en rapport avec le professeur de l'école, et ensemble, ils se mettent d'accord qu'est-ce qu'on va faire dans ces heures-là pour aider l'enfant, pour qu'il s'épanouisse à l'école. Le but, c'est de se débrouiller à l'école au maximum, et donc ces heures-là, elles sont vraiment comme soutien scolaire pour l'école. Le but, c'est que l'enfant il n'ait plus besoin de ce soutien scolaire et que très vite, il suive le cours des choses à l'école sans difficulté. Déborah, c'est important de dire qu'au centre de soutien scolaire Yachad, il y a 2 classes spéciales pour les Olim qui viennent d'arriver, pour les Olim de première année. Donc c'est un soutien scolaire qui peut s'adresser aux Olim qui sont depuis très longtemps en Israël, mais il y a une classe, tu veux nous dire? Il y aura sûrement l'année prochaine 2 ou 3 classes d'enfants qui viennent d'arriver depuis l'été. Et ces classes-là, d'apprendre les nouvelles méthodes humaniotes. Ces classes-là, le prof, il est formé par rapport aux besoins spécifiques de ces enfants-là. Les enfants de première année, comme on vous a dit tout à l'heure, la première année elle est différente des années suivantes. La première année est différente et donc ce professeur-là, il s'adapte aux besoins de la première année. Ça veut dire qu'il va
développer encore plus leur ivrite par toutes sortes de jeux, par toutes sortes de choses, et il va aussi être en contact avec l'école pour voir où est-ce qu'on peut aider l'enfant pour qu'il puisse se débrouiller dans ces matières-là. L'accent est mis sur les maths et l'anglais, comme on a dit tout à l'heure, parce que c'est l'accent de la première année. C'est très important pour nous. Si vous avez encore la patience, on va passer au sujet de comment choisir une école à Jérusalem avec les différents cursus qui existent. Je ne sais pas si vous avez encore un petit peu de patience. On va essayer de faire ça rapidement. Je veux d'abord enlever les tabous. Pas vraiment les tabous, mais les idées préconçues sur le clivage des populations en fait en Israël, en particulier à Jérusalem. Souvent on me dit à Jérusalem il faut choisir, ou en tout cas en Israël il faut choisir son camp, ou ultra-orthodoxe, ou Haredi Leumi, ou Dati Leumi, enfin et il faut choisir son camp dès le départ. À Jérusalem, d'abord, il y a énormément de tendances et de demi-tendances. Donc, chacun peut trouver sa place. On n'est pas obligé de devenir plus religieux ou moins religieux pour s'adapter à une école. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est très important, c'est que c'est vrai qu'en Israël, en général, il y a une continuité entre la maison et l'école. Et c'est très important de respecter cette continuité. C'est-à-dire qu'on ne va pas dans une école qui est plus religieuse que ce qu'on est à la maison, qu'on ne va pas dans une école qui est moins religieuse que ce qu'on est à la maison, et qu'en général, il y a une certaine homogénéité il y a une certaine homogénéité dans les classes au niveau religieux. Encore une fois, comme il y a beaucoup de demi-tendances à Jérusalem, ça pose pas de problème. Encore une fois, donc c'est important de le dire. Encore une fois, à part ça, comment on choisit une école? Il n'y a pas de mauvaise décision ou de bonne décision. Il faut vraiment prendre la décision en fonction des besoins et des priorités de chaque famille et de chaque enfant. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, l'école n'est pas seulement un lieu de transmission de connaissances, mais aussi un lieu de socialisation. Et c'est pour ça que c'est tellement important de choisir une école qui nous corresponde à tous les niveaux. D'abord, je vais donner une petite vue générale. D'abord, à Jérusalem, pour les écoles, surtout pour les classes secondaires, on a un ulpan centralisé qui donne, parce que je sais que ça c'est le point important pour les Olim, on donne en fait des heures d'ulpan aux enfants du secondaire en dehors des écoles. Il y a aussi des heures à l'intérieur des écoles, mais si les enfants, et en général c'est ce que les écoles conseillent d'aller à l'ulpan centralisé pour apprendre en fait l'hébreu de manière intensive. C'est-à-dire que à l'ulpan centralisé, du dimanche au jeudi, on va à l'ulpan, on apprend l'hébreu de 8h à 1h, c'est-à-dire qu'on a 25 heures d'hébreu par semaine, et 2 ou 3 fois par semaine, on étudie aussi l'hébreu, on étudie les maths, l'anglais et un petit peu de Kodesh. Et ensuite, au bout d'un semestre à peu près, donc au bout de 6 mois, plus ou moins au moment de Toubijat, on intègre son école. En fait, ça permet, encore une fois, d'apprendre l'hébreu de manière... merci beaucoup. Ça permet d'apprendre d'apprendre l'hébreu de manière intensive. Ok, donc ça c'est une première chose. Maintenant, les différents cursus. C'est très important que vous connaissiez les différents cursus qui existent, en tout cas à Jérusalem. Encore une fois, je ne parle que de Jérusalem, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres villes. Est-ce que vous voyez notre présentation? Vous voyez le tableau? Faites signe avec la main. On vous l'enverra, sinon on vous l'enverra... ok, vous voyez, très bien. Merci. En email. Alors, le premier cursus, c'est le cursus Haredi, donc ultra-orthodoxe indépendant. Ce sont des écoles qui ne sont pas sous le contrôle de l'éducation nationale. En général, ce ne sont pas des écoles mixtes, ce sont des écoles qui sont séparées filles-garçons. En général, encore une fois, je dis en général, ce sont des écoles où les enfants ne passent pas le bac. Les filles ont un niveau de rôle quand même assez élevé, mais beaucoup plus élevé que les garçons. Les garçons, à partir de la 4e, ne font plus de rôle. En fait, ils font que du Kodesh. Et le niveau de rôle n'est pas très élevé même dans le primaire. Les filles, font un semi-bac, c'est-à-dire qu'elles apprennent quand même des maths, l'anglais, etc. Mais elles n'ont pas le bac dans son intégralité. Mais les filles,
c'est plus facile quand même pour elles, parce qu'elles peuvent quand même faire des études, pas des études universitaires, pas aller à la fac, mais faire des études dans un cadre haredi, dans un cadre orthodoxe, dans des écoles orthodoxes, mais qui proposent aujourd'hui d'étudier de l'informatique ou expertise comptable ou des matières, des métiers qui sont très valorisants et valorisés. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant chez les garçons. Je veux dire qu'en ce moment, c'est en train de changer. Le monde haredi, même en Israël, le monde ultra-orthodoxe est en train de changer en Israël et à Jérusalem. On a des écoles harediotes qui proposent, même pour les garçons, un cursus où on apprend, où on fait le bac. Ça s'appelle les yeshivot tichoniot harediot. Ce sont des écoles comme Arava, Neora. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des écoles à très haut niveau. C'est très difficile d'être accepté, mais c'est difficile d'être accepté parce que c'est très difficile de tenir le choc là-bas. Ce sont des écoles où on commence le matin à 7h, on finit le soir à 10h. En général, ce sont des internats. Mais encore une fois, le rythme est très soutenu. Énormément, il y a à peu près, on va dire, au moins 5 heures de Gemara par jour, plus les maths, l'anglais, etc. C'est un rythme très soutenu, il faut le savoir, en particulier pour les Olim, c'est très difficile. Donc ça, c'est le système haredi complètement. Il y a aujourd'hui un nouveau système qui existe depuis à peu près 2 ans à Jérusalem, qui est un nouveau système, qui dépend en fait de la mairie, qui dépend de l'éducation nationale, et qui s'appelle le système Mamlarti Haredi, c'est-à-dire public, mais ultra-orthodoxe. C'est encore une fois, c'est nouveau. Pour ceux qui ont la petite brochure qu'on avait distribuée au salon, mais qui sont aussi dans les bureaux de l'agent juif, pour ceux qui arrivent à l'agent juif, ils peuvent demander notre brochure. Donc le système Haredi Mamlarti, c'est Haredi complètement. Donc au niveau de la Hashkafa, au niveau de la façon de penser, c'est une façon de penser et une façon d'enseigner la Torah Haredite, ultra-orthodoxe, mais au bout du compte, les enfants passeront le bac. Ce sont des écoles, je vous donne des noms, comme ça vous avez une idée, ce sont des écoles comme Chedvat Torah, comme, j'ai oublié franchement le nom des écoles, mais c'est le Rav Betzalel Cohen pour les garçons, c'est le Rav Brandwein aussi pour les garçons. Pour les filles, on n'a pas vraiment l'équivalence en ce moment dans le secondaire, mais on a l'équivalence dans le primaire. C'est une école comme Bnot Yerushalayim. Encore une fois, c'est un système nouveau qui est en train de se développer à Jérusalem. Sinon, on a le système Haredi Leumi, Hardal, comme les écoles comme Rapaport, si vous avez entendu parler. Donc c'est un système qui est plus orthodoxe, mais qui est aussi sous contrôle de l'éducation nationale. Encore une fois, ce sont des écoles qui sont avec une hashkafa, donc avec une façon de penser qui est plus haredite. Et sinon, ensuite, on a le système Mamlarti Dati. Dans le système Mamlarti Dati, il y a encore 2 systèmes. Le Mamlarti Dati normal, donc le public religieux, et le Mamlarti Dati Torani, le public religieux avec un supplément de Kodesh. Donc si on avait, je récapitule quand même, on avait le système Haredi complètement indépendant, on a aujourd'hui à Jérusalem depuis à peu près 2 ans le public Haredi, on a aussi donc le Haredi Leumi. Ouais, c'est difficile, toutes ces tendances là. Mais je vais vous dire, c'est beaucoup de tendances, mais c'est positif parce qu'en fait, ça permet donc à chacun de trouver l'école qui lui corresponde le mieux possible. Et justement, ça empêche les clivages, ça empêche de devoir choisir un camp qui ne correspond pas vraiment. En fait, c'est vraiment une continuité. Et donc, on a le système Mamlarti Dati, donc le public religieux qui a une tendance, on va dire entre guillemets un peu plus sioniste, ce que les Français appellent souvent le côté Dati Leumi ou Mizrahi, donc c'est encore une fois c'est une façon de penser plus sioniste. Alors on a les écoles Mamlarti Dati Torani, donc publiques religieuses sionistes avec un peu plus d'heures de Kodesh, c'est par exemple les écoles comme Chorev ou comme Mekor Chaim, qui sont des journées plus longues et qui sont des écoles non mixtes en général, donc il y a des classes de filles et des classes de garçons. Et sinon, on a l'école Mamlarti Dati. L'école Mamlarti Dati, donc c'est l'école publique religieuse, en général ce sont de classes mixtes, et la journée finit à peu près à 2h, tandis que dans le Mamlarti Dati Torani, ou dans même le Haredi Leumi, ça finit à peu près vers 3h, 3h15. Donc il y a à peu près 1h15 par jour de plus de Kodesh. Après, il y a un contrôle sur la conférence, hein. Mamlarti Dati. Encore une fois, on va vous envoyer le mail et ce sera résumé, et c'est aussi résumé dans la brochure. Et de toute façon, on est toujours là pour répondre à vos questions en ce qui concerne toutes ces tendances. Dans le secondaire à Jérusalem, toutes les écoles religieuses sont séparées filles-garçons. Voilà.
Donc on a des lycées religieux, sinon on a ce qui s'appelle les yeshivot tichoniot pour les garçons. Les yeshivot tichoniot, c'est qu'en fait le matin on étudie le Kodesh et l'après-midi on fait du chol pour passer le bac. En général ce sont des journées longues qui commencent à 7h30 du matin et qui finissent vers 6h30 le soir. Et on a l'équivalent plus ou moins pour les filles, ça s'appelle les Ulpenot. Pareil, c'est le matin Kodesh et l'après-midi Chol, mais ils finissent quand même plus tôt, on finit vers 4h de l'après-midi parce que bien sûr il y a pas d'heure de Gemara. Dans tous ces cas-là, les enfants passent un bac complet de très très bon niveau. En général, ce sont des écoles de très bon niveau, des écoles assez élitistes. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'écoles à Jérusalem qui correspondent au niveau aussi scolaire de chacun. Il faut s'adapter et au niveau religieux de chaque famille, mais aussi au niveau scolaire de chaque enfant. Pas tous les enfants ne sont capables d'avoir des longues journées ou d'avoir un rythme tellement soutenu. Des fois, dans la même famille, chaque enfant va dans une école différente. Exactement. Voilà. En gros aussi, je voudrais parler un petit peu juste du cursus après le bac, parce que c'est important souvent pour comprendre toute l'évolution. On va commencer par les filles. Les filles en général, elles font soit l'armée, soit le Shirut Leumi. Le Shirut Leumi, donc c'est le service national, mais civil. Et l'armée, soit l'armée. Aujourd'hui, les filles religieuses font aussi l'armée, ça se développe de plus en plus. Il y a un organisme qui s'appelle Aluma, qui fait partie de l'armée et qui est responsable justement d'intégrer les filles religieuses dans l'armée et leur proposer des rôles adéquats, et qui les soutiennent en fait tout le long de leur service militaire dans l'armée. Sinon, encore une fois, il y a le Shirut Leumi, il y a aussi plusieurs associations qui s'occupent du Shirut Leumi, donc du service national social. Pour les garçons, on a plusieurs cursus. On va dire qu'on a 3 grands cursus. On a bien sûr d'aller à l'armée directement. Ça existe de moins en moins, même dans les populations non religieuses, on va de moins en moins tout de suite à l'armée. On fait souvent soit une année de ce qui s'appelle Shnat Shirut, une année de service social, avant de rentrer à l'armée. Il y a ça chez les religieux et chez les non religieux. Sinon, on peut faire une année de ce qui s'appelle Mechina Gdam Tzva'it. Ça aussi, ça existe et chez les religieux et chez les religieux. Dans chacun des cas, on met l'accent sur d'autres choses. Mechina Gdam Tzva'it, pour les religieux, c'est surtout c'est une préparation spirituelle et physique à l'armée. Et ensuite, on intègre le cursus normal de 3 ans d'armée. On a sinon le système de yeshiva ou yeshiva tesder, c'est-à-dire que les enfants peuvent choisir, les jeunes peuvent choisir de faire 1 ou 2 ans d'armée et ensuite d'intégrer l'armée normalement pendant 3 ans. Donc ils font, je me suis trompée, 1 ou 2 ans de yeshiva et ensuite ils intègrent l'armée normalement pendant 3 ans. Et on a aussi le système de yeshiva tesder, donc qui intègre l'armée dans un système. On fait en général 1 an et demi de yeshiva, 1 an et demi d'armée, 1 an et demi de yeshiva. Je sais, ça fait 4 ans et demi, mais bon, je suis pas exact dans les chiffres. Et il y a aussi pour les enfants qui sont plus charedim justement, mais qui veulent faire l'armée, il y a ce qui s'appelle le cursus de Netzach Yehuda. Netzach Yehuda, en fait, c'est pour des garçons charedim, c'est faire l'armée dans un cadre charedi, donc avec pas de contact avec des filles par exemple, avec la nourriture qui est plus cachère, badat ou ce genre avec des herchérim spéciaux. C'est encore une fois, c'est pour des garçons charedim et en général ça dure 2 ans et non pas 3 ans. Déborah, qu'est-ce que tu avais dit? Sinon il y a le système, on peut faire aussi la Hatouda. Ce qui est plus facile pour les Olim, c'est donc de faire ses études avant d'intégrer l'armée et ensuite d'intégrer l'armée dans son travail. Voilà, en gros c'est tout. Service repose à Jérusalem. Les services reposés à Jérusalem, Déborah en a un petit peu parlé. On a un ulpan d'été qui est organisé, mais ça qui existe aussi dans les autres villes. Mais à Jérusalem, on a un ulpan d'été qui se situe en général la dernière semaine de juillet et les 2 premières semaines d'août. C'est important de dire, c'est pour les enfants du CP à la terminale. C'est important de dire que cet ulpan-là n'est pas un ulpan ultra intensif qui permet ensuite d'intégrer l'école de manière géniale. Au contraire, c'est un ulpan ludique. C'est pour, au contraire, faire une entrée en matière un peu plus douce. Il y a et des heures d'ulpan qui sont enseignées, mais il y a aussi énormément d'activités et sportives et artistiques, etc. C'est séparé filles-garçons. C'est un cadre religieux. On a Déborah donc qui est la méga chérette, donc qui est la médiatrice entre toutes les écoles primaires de Jérusalem
du sud de la ville en général et les parents Olim de France. On a le centre de soutien scolaire qu'elle dirige. On a aussi, mais ça c'est pas tellement lié à l'éducation, mais on a les responsables d'intégration dans les différents quartiers. Dans certains quartiers ils parlent français, mais encore une fois j'en parlerai quand je ferai une web conférence sur l'intégration à Jérusalem en général. Et on est en train de monter un centre pour adolescents Olim de France dans le quartier de Archoma. Quelques points de réflexion en général, c'est qu'il faut essayer de bien choisir son système scolaire dès le départ, parce que le passage de l'un à l'autre était difficile. Si on est dans un système Haredi et qu'on veut passer dans un système Mamlarti Dati, c'est très difficile, dans un cursus donc ultra-orthodoxe et dans un système ensuite plus public religieux, et plus c'est difficile de passer de l'un à l'autre. Donc il faut essayer le mieux possible de réfléchir au long terme et de voir ce qui vous correspond vraiment. Encore une fois, ne pas essayer d'envoyer vos enfants vers des écoles qui sont plus religieuses que ce que vous êtes à la maison. Encore une fois, la continuité est très importante. Encore une fois aussi, le côté social est très important, les invitations à la maison, etc. Que les enfants ne se trouvent pas en porte-à-faux avec ce qui se passe à la maison et ce qui se passe à l'école. Encore une fois, le rapport professeur-élève. Encore une fois, c'est plusieurs points dont je vous fais part qui sont importants pour votre réflexion personnelle. Le rapport professeur-élève est plus facile et plus chaleureux. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut manquer de respect. Donc ça peut prêter à confusion. Donc le côté décontracté ne veut pas dire manque de respect. Et c'est à vous, parents, de mettre ces limites avec vos enfants. Souvent, l'ambiance à l'école en Israël a l'air un petit peu colonie de vacances. C'est une ambiance trompeuse. Encore une fois, si en France, l'ambiance est très très stricte, encore une fois, c'est aussi des fois trompeur, parce qu'en fait, c'est les enfants, c'est les mettre souvent dans des carcans et dans des règles très très rigides dans ce qui se passe à l'école. Mais dès qu'on leur donne un tout petit peu de liberté, en fait, ils perdent pied. Donc en fait en Israël, vraiment le système éducatif est fait. Ce qui se passe très 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 souvent avec les Olim. Souvent j'ai des parents qui me disent mais quoi, en France ils étaient sages comme des images, et d'un coup ici c'est la panique. C'est qu'en fait, encore une fois, j'ai l'impression, encore une fois c'est peut-être une impression, je me trompe peut-être, que en France le côté rigide est un petit peu superficiel, et ce qui fait que dès qu'ils arrivent ici, ils sont un petit peu perdus. Donc encore une fois, en Israël, on essaye de mettre des limites de manière informelle et de manière à ce que les enfants prennent eux-mêmes leurs responsabilités. Donc ce qui crée cette dissonance des fois entre les deux. Donc c'est à vous parents d'être sensibles à cette différence-là. Voilà. On est à votre disposition pour toute question. J'espère qu'on vous a pas trop comment je dirais ça, trop angoissé avec notre présentation. C'est pas le but. Le but, c'est que vous soyez prêts à affronter les différences. Voilà, c'est pas les difficultés, mais à affronter les différences, et que vous en soyez conscients. Et on est là pour vous aider à répondre à vos questions, à discuter, etc. Voilà. Et si vous êtes intéressé à ce qu'on approfondisse des sujets en particulier, on est là. On peut organiser des web séminaires de ce style sur n'importe quel sujet. Voilà. À bientôt. Merci. פותחים לשאלות או לא? כן. אוקיי, alors אפשר לשלוח אותם לשאלות? כן, תגיד להם... אוקיי. Restez en ligne, on va vous allez pouvoir poser vos questions. Est-ce que tu peux donner des renseignements sur d'autres grandes villes comme Modine? Aucune idée. Il y aura des webinaires très prochainement. Alors, Elisa, viens, tu veux nous dire? Alors, bonjour. Alors, pour ceux qui veulent des renseignements sur les autres villes, les webinaires de ce format, comme on vient de faire, il y en aura tous les dimanches toute l'année. Il faut vérifier régulièrement sur le site de l'agence juive, et à chaque fois, ce sera un sujet différent, dont des villes. Par exemple, je sais qu'il y a Beth Shemesh dans 2 ou 3 semaines. On va vous sortir un programme, mais il y aura bientôt d'autres villes qui vont venir être représentées, donc il faudra leur poser les questions à ce moment-là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour
Je vois de très loin, parce que je vois les questions sur un autre écran, mais de très très loin, je vois budget. Au niveau du budget, ouais, je peux dire quelques mots. Les écoles primaires, publiques religieuses, c'est à peu près 200 € par an. D'accord. Dans les écoles publiques religieuses, donc il finit à peu près à 2h de l'après-midi. Pour les écoles qui sont publiques religieuses Toraniot, donc qui finit vers 3h15 à peu près, c'est entre 300 et 500 shekels par mois. D'accord. Donc si les premières c'est à peu près 100 shekels par mois, les deuxièmes c'est à peu près entre 300 et 500 shekels par mois. Est-ce qu'il y a d'autres questions plus haut? Et dans le secondaire, dans les yeshivot tichoniot, c'est à peu près entre 700 et 1000 shekels par mois. Il y a d'autres questions? Pas les démuter. On n'entend pas les questions? Non, ils sont en mute. Ouais. Elisa, tu veux les démuter? אתה יכול בבקשה לשחרר אותם? Voilà, est-ce que vous avez des questions? Parce qu'en fait, on n'écoutait que les questions, on essayait de répondre qu'aux questions qui avaient été écrites en chat. Vous avez d'autres questions? Un par un. Je connaissais pas ce thème. Ouais, le volontariat en seconde est obligatoire. Obligatoire en seconde. Les enfants par exemple qui sont moniteurs au mouvement de jeunesse, ça leur compte comme volontariat. En général, quand on est moniteur au mouvement de jeunesse, on est à peu près moniteur pendant entre 1 an et 2 ans, ça dépend. 1 an et demi en général. Et ça compte comme volontariat. On n'est pas obligé de faire le volontariat proposé par l'école quand on est moniteur, parce que c'est quand même beaucoup d'heures d'être moniteur. Sinon, chaque école propose plein de sortes de volontariat. Ok, parfait. Ok. D'autres questions? Yael, Ingrid? Les vacances, à peu près combien de vacances? Les vacances, tu veux savoir combien il y a de vacances? Il y a peu de vacances en Israël. Préparez-vous. Il y a les fêtes. Il y a toutes les fêtes en général. Pessah, c'est un petit peu plus long, c'est en général 2 bonnes semaines. Purim, Sukkot, toutes les Chagim, toutes les fêtes juives. Au-delà de ça, il n'y a pratiquement pas de vacances, à part au mois de juillet, août. Ok. Les enfants en primaire étudient aussi le vendredi. Du dimanche au vendredi, les journées sont plus courtes qu'en France, mais il y a le vendredi en plus. Ok. D'autres questions? Ingrid, tu as des questions? Pas de questions, Ingrid? Alors, on leur dit au revoir? Bon. De toute façon, on est disponible en mail, donc vous pourrez toujours nous envoyer des questions en mail si vous en avez d'autres, ok? Ah, les chougim. Bonne question. Bonne question, les chougim. Alors, les chougim, ça veut dire, c'est les activités extrascolaires. Alors, dans le primaire, dans le primaire comme dans le secondaire, mais surtout dans le primaire, il y a souvent au moins une fois par semaine des chougim à l'école, c'est-à-dire des activités, que ce soit sport, danse, échecs, animaux. En général, le mardi, j'ai pas parlé du mardi. Le mardi, c'est une journée courte dans toutes les écoles.
pour permettre aux enfants d'aller au mouvement de jeunesse l'après-midi. Donc en général, souvent le mardi, à l'école, il y a déjà des activités scolaires qu'il faut payer en plus de la scolarité, mais qui sont organisées par l'école. Au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle le matnas. Le matnas, c'est dans chaque quartier. C'est en fait un centre communautaire et il y a des activités de toutes sortes, pareil, différents sports, danse, tissonaout, comment on dit ça, tissonaout, apprendre à faire des avions, plein de choses, échecs, plein de choses. Voilà. Et ça coûte à peu près, un roug, ça coûte entre 100 shekels et 200 shekels par mois pour 1 ou 2 fois par semaine en fonction du roug. Des questions. Vous avez d'autres questions écrites? Non, merci, bise, sympa. Ok. Ok, alors à bientôt. Au revoir, Be'atzlacha. Bon, alors...